Bonjour, on se retrouve aujourd'hui pour une petite vidéo visant à résumer le chapitre de SES de Terminal, quelle mutation du travail et de l'emploi. Une petite vidéo utile pour réviser avant un contrôle ou alors que les écrits du bac approchent. Le programme nous invite d'abord à définir et distinguer les notions de travail, d'activité, les différents statuts d'emploi et le chômage. Pour commencer, le travail, c'est l'ensemble des activités humaines nécessaires pour produire des biens ou des services. On confond souvent travail et emploi. Pourtant, ces deux notions sont différentes. L'emploi, ce serait plutôt la situation où une personne travaille dans un cadre légal et rémunéré. On comprend donc en voyant cette définition que il ne peut pas y avoir d'emploi sans travail, sauf évidemment à imaginer une situation d'emploi fictif. Par contre, tout le travail ne correspond pas toujours à un emploi. Que ce soit le travail domestique, le travail bénévole ou le travail au noir, ce sont des formes de travail qui ne correspondent pas à un emploi parce qu'elles ne sont soit pas déclarées, soit pas rémunérées. La notion d'emploi est aussi souvent confondue avec la notion d'activité, de population active. On a tendance souvent à considérer que la population active, ce sont uniquement les personnes en emploi. Or, ce n'est pas le cas. La population active, c'est l'ensemble des personnes qui ont un emploi ou qui en cherchent un. Au sein de la population active, on a donc ce qu'on appelle les actifs occupés, qui sont en effet les personnes en emploi, mais on a aussi les chômeuses et les chômeurs. A l'inverse, les inactifs, ce sont les personnes qui n'ont pas d'emploi et qui n'en cherchent pas. Un chômeur n'est donc pas considéré comme inactif, il fait pleinement partie de la population active. Enfin, autre confusion qui peut arriver fréquemment, la confusion entre emploi et emploi salarié. À tel point que dans le langage courant, on peut souvent utiliser l'expression employé à la place de salarié, alors que en réalité, un ou une employé, c'est quelqu'un qui fait partie d'une catégorie socio-professionnelle spécifique. Et il existe des emplois qui ne sont pas des emplois salariés. En gros, les emplois salariés, ce sont les emplois qui se font dans le cadre d'un contrat de travail où une personne va vendre sa force de travail contre rémunération et donc accepter de se placer sous les ordres, sous la direction d'un ou d'une supérieure. Vous avez des emplois, comme je l'ai dit, qui ne sont pas des emplois salariés, tout simplement les emplois indépendants, que le programme qualifie de non salariés, où vous êtes à votre propre compte, mais vous gagnez de l'argent, vous déclarez tout ça, donc ça reste quand même un emploi. Donc voilà, dans le langage courant, travail, emploi, emploi salarié, actif, c'est souvent confondu, alors que là on voit bien que ce n'est pas la même chose. Les notions d'emploi, de chômage et d'inactivité sont donc clairement distinctes. A priori, on devrait pouvoir facilement classer une personne dans une catégorie ou dans une autre. Cependant, certaines évolutions des formes d'emploi rendent les frontières entre ces catégories plus incertaines, plus floues. On peut commencer à parler du sous-emploi, qui désigne la situation de personnes qui ont un emploi mais qui aimeraient travailler plus. Souvent, ce sont des personnes à temps partiel dit subi, qui voudraient avoir un temps plein mais qui n'ont réussi à trouver qu'un emploi à temps partiel. Mais on peut aussi trouver dans cette catégorie les personnes qui se trouvent au chômage technique. Par exemple, toutes les personnes qui avaient un emploi mais qui ne pouvaient pas travailler lors du premier confinement de mars 2020. Donc là, on a finalement quelqu'un qui est en emploi officiellement, mais qui recherche un emploi qui lui permettrait de travailler plus, donc qui est quand même en recherche d'emploi, pas tout à fait au chômage, mais qui peut en tout cas être compté dans les demandeurs d'emploi de Pôle emploi. C'est en gros les catégories demandeurs d'emploi B et C. Vous avez aussi la question du halo du chômage. Ce sont des personnes qui n'ont pas d'emploi, qui aimeraient en avoir un, mais qui ne sont pas officiellement considérées, comptées par l'INSEE dans les chiffres du chômage, soit parce qu'elles ne font pas de démarche active de recherche d'emploi, soit parce que elles ne sont pas disponibles dans les 2 semaines pour occuper un emploi. Donc ces conditions font qu'elles ne peuvent pas être comptées dans les chiffres de l'INSEE du chômage, elles ne peuvent pas être comptées dans le taux de chômage, mais on voit que ce sont des personnes qui néanmoins seraient prêtes à occuper un emploi, qui souhaiteraient en avoir un, et donc ne sont quand même pas très loin de la définition du chômage, même si officiellement elles sont comptées parmi les inactifs.
Enfin, à ce sujet, on pourrait aussi évoquer la question des formes atypiques d'emploi, tout ce qui est contrat à durée déterminée, CDD, intérim, etc., qui sont en gros des emplois précaires avec des personnes qui ont un emploi tant qu'elles y sont, mais ces emplois sont limités, notamment ils ont tendance à durer de moins en moins longtemps. On voit une augmentation assez nette des CDD de moins d'un mois. Ce qui fait que ces personnes vont assez rapidement se retrouver au chômage et en fait vont alterner assez souvent entre emploi précaire et chômage. Le programme nous invite ensuite à nous intéresser aux principaux descripteurs de la qualité des emplois. En effet, on a souvent tendance à résumer la qualité d'un emploi à son niveau de rémunération. Considérer qu'un emploi bien payé, c'est un emploi de bonne qualité, qu'un emploi mal payé, c'est forcément un emploi de mauvaise qualité. Or, il existe en réalité d'autres facteurs qui viennent jouer dans la qualité des emplois, les conditions de travail, le niveau de sécurité économique et notamment de stabilité de l'emploi, les horizons de carrière, les possibilités de promotion, le potentiel de formation et la variété des tâches. C'est en prenant en compte justement le fait que la qualité de l'emploi est une notion multidimensionnelle, qu'elle repose sur différents aspects, que l'on peut comprendre que finalement, certaines personnes vont peut-être accepter une baisse de leur rémunération en échange de meilleures conditions de travail, par exemple. Ou qu'une personne va accepter un emploi mal rémunéré car il lui permettrait d'avoir accès ensuite à un emploi plus stable et mieux rémunéré. Le programme nous demande ensuite de parler des différents modèles d'organisation du travail. Cependant, avant d'aborder ce sujet, j'aimerais prendre le temps d'insister sur la distinction entre mutation de l'emploi et mutation du travail, qui sont un peu confondues dans le cadre du chapitre. En l'occurrence, quand on parle des mutations de l'emploi, on parle des différents changements, des différentes évolutions qui concernent plutôt le cadre légal, c'est-à-dire le type de contrat de travail, la stabilité des emplois, la distinction entre emploi salarié et emploi indépendant. À l'inverse, quand on parle des mutations du travail, on parle plutôt des changements au niveau de l'organisation des travailleuses et des travailleurs, de l'organisation du travail et de l'activité humaine concrète. En gros, qu'est-ce que vous devez faire, qui décide, combien de temps est-ce que vous travaillez, comment est-ce que les différentes activités sont organisées et articulées entre elles, etc. En l'occurrence, un des premiers modèles formalisés d'organisation du travail, c'est le modèle dit taylorien, qu'on peut aussi appeler organisation scientifique du travail ou Fordisme. La caractéristique la plus connue de ce modèle d'organisation, c'est la division du travail horizontale. En effet, on va prendre l'ensemble du processus de production et on va tâcher de le décomposer en différentes parties, différentes tâches, le plus simple, le plus élémentaire possible, qu'on va ensuite confier à des personnes différentes et chaque personne devra répéter la tâche qui lui a été confiée tout au long de la journée, le but étant qu'elle se spécialise et devienne plus efficace dans la réalisation de cette tâche. Cette division du travail horizontal est facilitée par l'introduction des chaînes de montage qui permettent un enchaînement plus facile et plus fluide entre les différentes tâches, entre les différentes parties du processus de production. Cependant, l'organisation taylorienne du travail ne se résume pas au travail à la chaîne. Il faut aussi évoquer la division du travail verticale qui va avoir lieu entre les salariés de base, les ouvriers et ouvrières qu'on vient de présenter, et les cadres qui, elles et eux, vont être chargés d'organiser le travail, de donner les ordres, et donc vous avez cette division entre les cadres qui donnent les ordres et les ouvrières et ouvriers qui les exécutent. Ce qui signifie que derrière, vous avez une relation hiérarchique stricte. Cependant, ce type de production qui est bien adapté pour justement produire de façon massive des produits standardisés rencontre ses limites après la Seconde Guerre mondiale et cela va permettre l'émergence d'autres formes d'organisation du travail qu'on va regrouper sous l'appellation post-taylorienne. On pense notamment au toyotisme, bien que ce ne soit pas la seule forme d'organisation post-taylorienne. Dans le cadre de ces nouvelles formes d'organisation du travail, on essaye d'avoir plus de flexibilité au niveau de la demande, de proposer plus de diversité aux consommatrices et aux consommateurs,
Et il faut donc s'adapter en étant plus flexible au niveau de l'organisation du travail, facilement pouvoir augmenter ou diminuer la quantité de travail en fonction justement des exigences de la demande et pouvoir aussi passer, peut-être augmenter le travail sur un type de poste, un type d'activité et le diminuer sur un autre. Ce qui signifie que vous avez une recomposition des tâches et notamment une plus grande polyvalence des salariés qui doivent facilement passer d'un poste à un autre. Alors que, je le rappelle, dans le cadre de l'organisation scientifique du travail, les salariés devaient uniquement se concentrer sur une seule tâche, une seule activité. On va aussi, dans le cadre de ces organisations post-tayloriennes, favoriser le travail en équipe autour de projets, qui va aussi justement permettre la flexibilité et la polyvalence, et aussi avoir un management participatif où on va justement accueillir les remarques des salariés sur l'organisation du travail au lieu d'avoir cette relation hiérarchique stricte où vous avez des personnes qui sont chargées de donner les ordres et d'autres qui sont chargées de les exécuter sans pouvoir les discuter. On considère qu'au contraire, les ouvriers et ouvrières ont une expérience particulière et peuvent faire des commentaires, des remarques utiles pour améliorer l'organisation du travail et augmenter la productivité. Chacune de ces formes d'organisation du travail possède des avantages et des inconvénients particuliers. On voit facilement les problèmes posés par l'organisation taylorienne du travail. La division du travail horizontale fait que les individus doivent répéter la même tâche tout au long de la journée, ce qui nuit à la qualité de l'emploi, puisqu'on considère qu'au contraire, un emploi où vous avez des tâches plus variées, c'est un emploi plus intéressant, de meilleure qualité qu'un emploi répétitif. Et ça pose d'autres problèmes au niveau de la santé, par exemple, ou au niveau de la reconversion, car ça marche très bien tant que vous avez un emploi stable, mais si jamais vous perdez votre emploi et que vous devez changer, vu qu'en fait vous êtes spécialisé dans une seule tâche, c'est difficile de retrouver un emploi équivalent. Donc les formes d'organisation post-taylorienne permettent de compenser, de dépasser ces problèmes. Cependant, vous avez d'autres inconvénients qui apparaissent. La flexibilité peut notamment avoir des inconvénients pour les travailleuses et travailleurs quand elle exige justement une flexibilité et donc un manque de prévisibilité au niveau des horaires de travail par exemple, ou lorsqu'elle passe par une charge de travail accrue parce que vous devez justement vous occuper de différentes tâches. De même, on peut comprendre que le management participatif qui valorise la prise de parole et la participation des ouvrières et ouvriers à l'organisation du travail soit quelque chose qui participe positivement à la qualité de l'emploi, qui soit valorisé. Cependant, cela peut passer aussi par une plus grande responsabilité qui pèse sur les épaules des travailleuses et des travailleurs, et du coup du stress qui est lié. L'introduction du numérique et des nouvelles technologies va à son tour bouleverser l'organisation du travail et provoquer un certain nombre de transformations. Tout d'abord, cela va brouiller les frontières du travail, notamment dans le cadre du télétravail. Il devient en effet plus compliqué de faire la distinction entre vie professionnelle et vie privée en termes d'espace comme en termes de temps, ce qui peut amener les salariés à finalement travailler plus longtemps que dans le cadre d'un emploi ou d'un travail qui se passe sur un lieu de travail bien spécifique. Il faut alors être protégé par un droit à la déconnexion et pouvoir l'appliquer facilement, ce qui n'est pas encore totalement le cas. Le numérique va aussi transformer les relations d'emploi, notamment à travers l'émergence du travail sur les plateformes, ce qu'on va appeler l'ubérisation. Dans le cadre de l'organisation post-taylorienne du travail, vous aviez déjà un mouvement d'externalisation, c'est-à-dire que les entreprises confiaient une partie de leur processus de production à une autre entreprise. Par exemple, au lieu d'avoir un ou une de vos salariés qui devait faire le ménage dans vos bureaux, vous allez plutôt embaucher les services d'une entreprise spécialisée dans le ménage. Or, les plateformes numériques comme Uber, Uber Eats, Deliveroo, etc. vont faciliter et accroître ce mouvement d'externalisation puisqu'elles vont pousser les entreprises à contacter des travailleurs ou des travailleuses indépendantes qui vont pouvoir réaliser une partie des tâches dont les entreprises ont besoin. Le problème avec ce mouvement d'ubérisation, contrairement notamment à l'externalisation classique, c'est qu'on voit qu'en réalité, ces travailleuses et travailleurs qui officiellement sont indépendants, sont à leur compte,
en réalité, sont soumis aux conditions imposées par les plateformes et, par conséquent, se retrouvent dans des conditions de travail similaires à des salariés sans avoir les avantages, notamment en termes de protection sociale. Donc, à nouveau, la frontière entre emploi salarié et emploi indépendant devient moins nette. On a des personnes qui sont officiellement indépendantes à leur compte, qui en réalité travaillent comme des salariés. Enfin, on peut noter que le numérique va accroître les risques de polarisation des emplois en augmentant la qualité des emplois des personnes qualifiées, en leur permettant d'aménager plus facilement leurs conditions de travail, de trouver leur équilibre personnel entre vie professionnelle et vie privée, à travers notamment la question du télétravail, alors que vous allez avoir à côté de ça des personnes qui sont peu qualifiées, qui sont obligées d'accepter des emplois avec des tâches simples, mal rémunérées et qui sont mis en concurrence les uns avec les autres sur les plateformes. Et pas vraiment d'emploi de situation intermédiaire, car je rappelle, hein, la polarisation, c'est soit des emplois de très bonne qualité, soit des emplois de très mauvaise qualité, mais rien entre les deux, vraiment juste les deux extrêmes. Enfin, le programme mentionne le rôle du travail dans l'intégration sociale, qui fait référence au chapitre de première sur les liens sociaux. Quand on reprend l'analyse de Serge Pegam, on se rend compte que le travail et l'emploi permettent en effet de bénéficier à la fois d'une fonction de protection matérielle, puisqu'avoir un emploi permet d'avoir un revenu qui permet de s'insérer dans la société de consommation, permet aussi d'avoir accès à un certain nombre de prestations sociales, et avoir un travail permet aussi de bénéficier d'une fonction de reconnaissance symbolique, d'avoir le sentiment d'être utile, de jouer un rôle dans la société. Or, certaines évolutions de l'emploi viennent affaiblir ce pouvoir intégrateur. On peut ainsi mentionner l'augmentation et le maintien à un taux élevé du taux de chômage, puisque ne pas avoir d'emploi, que ce soit au chômage ou être inactif, c'est du coup ne pas bénéficier de tous ces avantages en termes d'intégration sociale, du travail et de l'emploi. De même, l'augmentation de la précarité semble certes moins négative que l'augmentation du chômage, mais en réalité, il est difficile de se projeter et de se sentir facilement intégré quand vous enchaînez période d'emploi et période de chômage, et que vous avez des emplois de courte durée, instables, qui ne vous permettent pas justement de vous projeter dans l'avenir et de vous insérer dans la société. Enfin, la polarisation de la qualité des emplois provoque aussi des divisions et accroît les inégalités, les fractures au sein de la société.